Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les antennes d'Azur TV. Avec au sommaire ce soir, l'incendie dans le secteur d'Oriol, c'est dans les Bouches-du-Rhône, incendie maîtrisé. Il s'est déclaré hier soir, 90 hectares partis en fumée. Reportage et nous serons avec la maire d'Oriol dans cette émission. Notre invité ensuite, Sébastien Leroy, est maire de Mandelieu-la-Napoule. Il ne comprend pas la politique vaccinale de l'État. Il va lancer la vaccination aux plus de 50 ans. Il nous expliquera pourquoi sur ce plateau. Il est en avance sur le calendrier. Et puis on terminera cette émission avec les serpents. Tout savoir sur les serpents. L'association SOS Serpent 83 lance une grande initiative pour vous apprendre à les reconnaître et surtout pour vous apprendre quel comportement adopter si vous vous retrouvez face donc aux reptiles dans notre région. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. Nous serons également avec la présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône, évidemment, pour évoquer la situation économique des commerçants, mais pas seulement, dans les Bouches-du-Rhône avec l'instauration du confinement. Mais pour débuter ce Grand Direct, on revient donc ce soir sur cet incendie maîtrisé, le premier gros incendie de la saison en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 90 hectares partis en fumée dans le secteur d'Oriol, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Reportage de Manon Mujica. Un paysage de désolation. Sur les hauteurs d'Oriol, 90 hectares de végétation sont partis en fumée. L'incendie s'est déclaré hier, mardi, peu avant 17h, attisé par un fort Mistral. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du Var ont lutté toute la nuit pour maîtriser les flammes. On a pu protéger les habitations sur le secteur droit et également la forêt sur le secteur droit. Nous avons pu éviter un élargissement en milieu forestier sur le secteur gauche. Et nous avons surtout, et ça a été notre priorité, également protéger les habitations à l'avant. Dash, Canadair, d'importants moyens aériens ont été déployés. Le feu a été fixé en matinée. Il s'est arrêté sur cette crête. Aucune habitation n'a été endommagée, mais le noyage est loin d'être terminé. Des braises continuent de se consumer. Sur place, 270 hommes avancent dans un relief sinueux et accidenté. Aucun camion-citerne ne peut accéder au site. Des cuves d'eau sont élitreillées. La progression, elle, se fait à pied. Le plus dur, c'est de transporter le matériel à dos d'homme. Il y a toujours des charges de 30-32 kg sur le dos. C'est difficile et vous avez vu dans la pente à laquelle nous sommes montés, c'est ce qui rend encore plus difficile le travail. Autre ennemi, le vent. Avec des rafales atteignant cet après-midi 55 km/h, les pompiers sont restés particulièrement vigilants. Le vent peut transporter des brandons enflammés et peut propager le feu par des sautes de feu de plusieurs dizaines voire centaines de mètres sur notre massif. Compte tenu qu'on a une sécheresse qui est présente et un vent qui va s'installer un petit peu cet après-midi. Les prochaines heures s'annoncent d'ores et déjà décisives pour les sapeurs-pompiers qui resteront mobilisés toute la nuit. Voilà cet incendie, ce premier gros incendie de la saison maîtrisé par les pompiers. Nous sommes en ligne avec la maire d'Oriol, Véronique Micheli. Bonsoir, merci de nous accorder ces quelques minutes ce soir sur les antennes d'Azur TV. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un point sur l'incendie ce soir? Pas de reprise malgré le vent? Non, ce soir l'incendie est maîtrisé. Voilà, on peut dire vraiment maîtrisé. Les pompiers restent quand même en alerte parce que de temps en temps vous avez des petites fumées qui réapparaissent. Donc ils sont disséminés sur l'ensemble du terrain, sur l'ensemble de la crête sur laquelle est passé le feu. Et voilà, on reste quand même très très vigilants. Ils vont rester, je pense, jusqu'à demain matin sur place. Alors on a parlé hier soir d'un certain nombre d'évacuations. Est-ce qu'elles ont bien eu lieu ou plus de peur que de mal? Non, il y a eu 150 à peu près personnes qui ont été évacuées. Parce que le feu se dirigeait vers ces quartiers-là. Donc on a assuré l'évacuation dans le calme des personnes, des biens, des animaux aussi, parce que il y avait dans ce secteur des chevaux, il y avait des poneys, donc voilà, tout s'est passé dans le calme. Ils ont été hébergés au gymnase municipal ou dans la famille, chez des amis, et puis ils ont regagné progressivement leur domicile dans la soirée, très tard dans la soirée ou alors ce matin.
le dernier quartier qui a pu regagner son domicile et l'a fait cet après-midi, en début d'après-midi. 2 questions pour terminer. La première sur le pire qui a été évité, bien sûr, mais tout de même 90 hectares de végétation partis en fumée. C'est un secteur très boisé, donc forcément, il a fallu toute l'efficacité, le savoir-faire des sapeurs-pompiers pour venir à bout de ce feu. Oui, des sapeurs-pompiers, effectivement, qui ont été plus de 300 sur le terrain à un moment donné. Mais on a eu aussi les sapeurs forestiers qui étaient présents, les réserves communales de sécurité civile, les CCFF, les polices municipales, les agents municipaux, la gendarmerie, des Canadair aussi. Voilà, il y a eu une très bonne coordination, beaucoup d'anticipation aussi. Et puis, moi, ce que je dois souligner aussi, c'est que les terrains étaient débroussaillés, ce qui a évité que les maisons brûlent, parce que à certains endroits, si les terrains n'avaient pas été débroussaillés, on aurait eu beaucoup plus de pertes que ce que nous avons eu. Donc vraiment une incitation, notamment sur la commune d'Oriol, qui est une commune très boisée, au débroussaillement. Voilà, je voulais en venir à ça, justement, à ce qui peut se passer durant l'été qui arrive. Premier feu d'ampleur. Ce soir, du coup, vigilance encore quand même des pompiers qui sont sur place, avec le vent qui souffle, et surtout, donc, on peut rappeler les consignes élémentaires de prudence, parce que ça y est, on est rentré dans la saison des incendies. Complètement, on est un peu tôt, mais on est quand même rentré parce que la forêt est très très sèche, il n'a pas plu depuis un bon bout de temps, et vraiment ça s'est enflammé très très vite. Voilà, donc on commence très très tôt dans l'année, dans la saison, et il faut absolument être vigilant dans les jours qui viennent pour cet incendie, mais je pense dans les mois qui viennent pour l'ensemble de nos massifs. Merci Véronique Micheli, ce soir sur les antennes d'Azur TV, maire d'Oriol, donc après ce premier gros incendie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toute autre ambiance sur la Côte d'Azur, justement, puisque c'est une vague de froid qui va s'abattre durant quelques jours sur les Alpes-Maritimes et une partie du Var. Vous le voyez sur ces images, la neige a même fait son apparition dès 100-150 mètres d'altitude ce matin, tant et si bien que les viticulteurs ont pris leurs précautions, notamment pour sauver leur production. Reportage signé Claudia Olivier. Face à cette vague de froid qui s'est abattue ce matin sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, Alain Vigneron chevronné avait anticipé cette forte baisse de température annoncée par Météo France. Alors on a arrêté de travailler le sol juste avant, pendant 2-3 jours, histoire que quand vous remuez la terre, il y a des remontées d'humidité qui fait qu'il y aura une zone plus humide au niveau des feuilles. Et en cas de température négative, ça va rendre la vigne plus sensible au gel. Ce changement de température peut avoir des conséquences importantes sur la production et le rendement de cette saison. On peut le voir, les bourgeons fructifères se trouvent toujours sur le bois de l'année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un courson. Donc les fleurs, les futures fleurs se trouvent ici. En cas de gel, ces rameaux vont flétrir. La vigne va réagir, elle va sortir les bourgeons auxiliaires, mais qui eux ne seront pas fructifères. Donc là, pour le coup, il y aurait une perte de rendement énorme. Mais ce matin, aucune vigne n'a été touchée. En 6 ans, Alain n'a vu seulement qu'une dizaine de bourgeons non fructifères apparaître après une forte baisse de température. Annoncée depuis quelques jours par Météo France, cette vague de froid accompagnée de neige provient directement de l'Arctique. Les températures ont oscillé entre -3 et 5 degrés. Vous avez une descente d'air froid qui vient qui vient des régions arctiques et qui rencontre de l'air un peu plus doux qui traîne sur la mer, sur la Méditerranée. Au conflit de ces masses d'air, il y a de l'activité qui se met en place, et on peut avoir effectivement de la neige qui tombe très bas, et on a vu effectivement des flocons tomber jusque vers 300 mètres. La saison actuelle est une période propice pour ces changements brutaux de température. Cette vague de froid aussi marquante n'arrive qu'une fois tous les 3 ans et va durer encore quelques jours.
Bonsoir Sébastien Leroy. Bonsoir. Maire de Mandelieu-Lanapoule. Juste un mot là-dessus, il a fait froid aussi sur le littoral ce matin. Sacré décalage entre hier et aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour ça, mais pour parler de la vaccination. Tiens, d'ailleurs, je voudrais vous donner les chiffres dans notre région, parce que les courbes se sont croisées. Les Alpes-Maritimes sont désormais les bons élèves par rapport au Var et au Bouches-du-Rhône. Regardez le taux d'incidence. Il est désormais plus bas que donc le Var et les Bouches-du-Rhône. En chiffres, ça donne dans les Alpes-Maritimes un taux d'incidence de 417. On se rapproche de la fameuse barre des 400 pour une tension hospitalière de 137. Dans le Var, 451 de taux d'incidence pour une tension hospitalière de 130. Et ça explose dans les Bouches-du-Rhône avec un taux d'incidence qui se rapproche des 600, 573 pour une tension hospitalière de 111%. La vaccination, c'est donc le cheval de bataille, votre cheval de bataille. Ce matin, vous avez confirmé sur les ondes de France Bleu Azur que vous aussi, vous vaccineriez désormais les populations de plus de 50 ans et que vous étiez en avance sur le calendrier de l'État. Oui, tout à fait. On l'avait annoncé déjà il y a une semaine. Et en effet, le centre est en place depuis janvier. Alors, il est certain qu'au début, ça a été très laborieux pour avoir un approvisionnement en doses qui soit suffisant. Donc on a perdu beaucoup de temps. Là, on arrive enfin à des capacités de doses qui soient un peu opérationnelles. On est encore à 40% de nos capacités seulement. Mais on va cette semaine faire le 10 millième vacciné. Et sur le mois d'avril, on aura 7500 vaccinations. Donc c'est ce qu'on a décidé. On ouvre à partir de 50 ans, sans comorbidité. Et on ouvre aux forces de l'ordre, aux enseignants et aux professions essentielles, notamment aux personnels soignants, sans critère d'âge. Vous pensez à partir de quand, concrètement, les injections, si on suit votre calendrier? Ça a déjà commencé de manière, on va dire, pas ponctuelle, mais ça commence de manière ordonnée, puisqu'il y avait déjà des rendez-vous qui étaient pris. Il y a énormément de demandes qui étaient en attente. Donc on est encore dans les rendez-vous qui étaient déjà pris avant qu'on ouvre plus de 50 ans. Et là, aujourd'hui, on peut déjà donner un rendez-vous, une date. Et quand on a des créneaux qui se libèrent, on peut vacciner. Enfin, en tout cas, on le fait. Mais on garde quand même des créneaux de sécurité, bien sûr, pour les personnes encore âgées, même si on a quasiment terminé la population exposée. Alors, ce qu'on sait de sources sûres, c'est que l'État est plutôt regardant et s'inquiète de cette situation. Est-ce que vous avez des contacts avec le préfet des Alpes-Maritimes? Que vous dit-il? Et est-ce que vous craignez qu'on tente de vous empêcher tout simplement de le faire? Non, je ne pense pas. Après, il est certain que les autorités sont dans leur rôle et essaient de faire appliquer la doctrine gouvernementale. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser quand même les élus locaux gérer leur territoire. Ils connaissent mieux le terrain que les autres. Aujourd'hui, il faut être très clair, sans élus locaux, il n'y aurait pas de vaccinodrome, il n'y aurait pas de politique de vaccination en France. C'est les élus locaux qui l'ont porté, qui l'ont mise en place, on connaît le terrain. À partir du moment où, sur certains territoires, on peut aller plus vite parce qu'on a rempli déjà les critères, parce qu'on a les vaccins, on a une visibilité maintenant sur 4 semaines, ce qui n'existait pas avant, eh bien qu'on nous laisse faire et qu'on nous laisse avancer. Il ne s'agit pas de prendre des risques, on n'est pas irresponsable. Des personnes qui étaient exposées, âgées, ont été vaccinées ou vont l'être, mais commençons déjà, sur les créneaux où l'on peut, à vacciner les personnes à partir de 50 ans, sans avoir besoin de rajouter des critères. Pourquoi définir à Paris, pour l'ensemble du territoire, un critère qui, par définition, est contredit sur la réalité du terrain? Donc vous avez les vaccins, enfin en tout cas vous avez des vaccins en plus, si j'ose dire, vous n'en jetez pas donc? Ah non, justement, l'idée c'est au contraire d'optimiser pour ne jeter aucune dose. On ne peut pas se permettre de gâcher une seule dose, ça serait criminel. Donc on fait ça pour être encore plus performant. Et aujourd'hui on a une visibilité, ce que je vous disais tout à l'heure. On sait qu'on va pouvoir faire à peu près entre 1500 et 2000 vaccinations par semaine. Notre centre pourrait en faire 1500 par jour. Donc on est encore très en deçà de ce qu'on peut traiter. Mais comme on a cette prévision, comme on sait qu'on a déjà traité, vacciné une grande partie de la population qui était dite prioritaire, et ça avait du sens de faire des priorités quand on avait 100 vaccins par semaine, mais maintenant qu'on est sur une vaccination d'échelle, allons-y. Arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues, arrêtons de nous attacher les mains dans le dos, et surtout, faisons un peu confiance aux élus de terrain. Je le rappelle, les vaccinodromes ne sont là que parce que les élus locaux l'ont voulu dans toute la France, et les vaccinodromes ne fonctionnent qu'avec l'argent des collectivités locales. L'État ne paie rien. Donc, qu'on nous laisse faire et ça sera bien fait. Ce que vous dites, c'est qu'on vous laisse faire à 100%, et pas uniquement pour ce qui arrange l'État, si je comprends bien votre message. Le président de la République nous a demandé de vacciner jour et nuit, ainsi que son Premier ministre. Eh bien, on va vacciner jour et nuit s'il le faut. Alors, dans 2 semaines et demie, a priori, retour à l'école. Est-ce que vous êtes pour qu'on vaccine aussi, du coup, les enseignants ?
Je suis tout à fait favorable et c'est pour ça qu'il y a une semaine, j'ai invité tout le personnel soignant de la commune à venir se faire vacciner, et le personnel enseignant, sans critère d'âge. Parce que c'est dans 3 semaines que la reprise est annoncée. Si dans 3 semaines, on rouvre les établissements scolaires avec du personnel enseignant qui n'a même pas eu une primo-injection, je trouve que ce n'est pas responsable. Donc est-ce qu'à Mandelieu, il y a déjà des enseignants qui ont reçu cette primo-injection de moins de 50 ans, sans comorbidité? Tout à fait. Donc, tout à fait, ça me paraît être le bon sens. Si on peut le faire, il faut le faire. Et vous l'avez déjà fait tout en conservant, bien sûr, des marges de sécurité. Si jamais des personnes, par exemple de plus de 75 ans, qui ne voulaient pas se faire vacciner, décident de le faire, on pourra les inscrire et les vacciner rapidement. Sur la question des doses, on va rejoindre Patrick Roger là, dans quelques instants, qui est quasiment là, pour évoquer la fabrication, le conditionnement en France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin régler ce problème de pénurie. Vous l'avez dit, 40% pas d'efficacité, mais de capacité de fonctionnement dans votre centre. Tout à fait. Écoutez, je pense que oui, c'est une très bonne nouvelle. On peut toujours se réjouir d'avoir, c'est pas de la production, c'est du conditionnement. Ouais. Donc c'est toujours bien de l'avoir au niveau local et en espérant que cette production soit affectée à la vaccination du territoire. Parce que si on produit au niveau local mais que c'est pour exporter, ça va pas changer grand-chose. Donc aujourd'hui, on a des prévisions de livraison qui vont monter en puissance, notamment sur le mois de mai, puisque sur le mois d'avril, ça restera encore quand même assez limité. Et il faut qu'on aille très très vite, parce que si on veut déconfiner dans 3 semaines, vous avez fait le calcul, ça va arriver très très rapidement. Ouais, c'est 2 semaines et demie même, puisque déconfiné. Oui, non, Romain, vous avez raison, c'est 3 semaines et demie le déconfinement. C'est là d'ailleurs qu'il y a une certaine incohérence, parce qu'on ne peut pas nous dire d'un côté qu'on attend le pic de l'épidémie d'ici une semaine, 10 jours, ce qui veut dire qu'on aura un pic dans les réanimations d'ici la fin du mois d'avril, et dire dans le même temps qu'on ouvre les écoles fin avril. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas très bien à comprendre comment on va pouvoir ouvrir les écoles si les services de réanimation sont au pic de leur fonctionnement. D'ailleurs, puisque les courbes sont en train de se croiser, donc entre le Var et les Bouches-du-Rhône, est-ce qu'on peut quand même dire que ce confinement hybride mis en place depuis un peu plus longtemps dans les Alpes-Maritimes porte ses fruits ou pas ? Écoutez, c'est difficile à dire parce que le confinement hybride, on va nous expliquer qu'il a produit ses effets. Maintenant, je pense qu'il y a une conjonction d'éléments. D'après ce qu'on en a vu sur le terrain, je pense qu'il a plutôt produit des effets parce que les gens ont été très disciplinés. Je ne pense pas que c'est les mesures en tant que telles qui ont eu vraiment un impact. Je pense que c'est plutôt l'autodiscipline des citoyens. Et d'ailleurs, depuis 1 an, très sincèrement, la crise sanitaire, elle a plutôt été menée de front au niveau du terrain par les citoyens que par la cohérence des mesures générales. Donc pour la suite des événements, vous considérez qu'on devrait être en capacité à la fin de ce confinement hybride de rouvrir le pays, ou en tout cas de commencer à rouvrir le pays? Écoutez, d'expérience, de ce qu'on en a vu l'année dernière, on sait très bien que ces crises-là, il faut plus de 2 à 3 semaines de mise sous cloche, on va dire, pour avoir des effets sur le long terme. Il y a 1 an, on a eu un confinement dit strict, très dur. Aujourd'hui, on a un confinement qui n'a pas, d'ailleurs, c'est pas un confinement puisque c'est pas qualifié comme ça par le gouvernement. On n'a pas encore trouvé le nom, on le cherche. Donc, je doute qu'en 2-3 semaines, on ait suffisamment d'impact sur la situation nationale pour ouvrir avec les objectifs qui ont été annoncés. Ça me paraît extrêmement, je ne vais pas dire imprudent, mais ça me paraît extrêmement fragile de déjà dire qu'on ouvre les écoles fin avril et qu'on commence à ouvrir les restaurants à la mi-mai. Parce qu'il y a une réalité qui est du terrain, il y a une réalité hospitalière, et d'après ce qu'on a pu en tirer comme enseignement depuis 1 an, c'est pas en 3-4 semaines qu'on règle la situation. Alors on accueille Patrick Roger comme tous les mercredis. Bonsoir Patrick, directeur de la rédaction de Sud Radio. On vous retrouvera d'ailleurs demain matin aux commandes de la matinale. On évoquait avec Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-Napoule, qui vaccine donc déjà les enseignants, la fabrication, le conditionnement de ces fameux vaccins dans notre pays. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que pour l'instant, ce que l'on fait, c'est que on va gérer toutes les phases qui interviennent de la production à la distribution du vaccin, mais on ne va pas le produire en tant que tel. Il ne faut pas oublier ça parce qu'on n'a rien trouvé en France pour l'instant avec nos chercheurs. On n'a pas réussi à mettre au point un vaccin, donc on va faire de la sous-traitance en quelque sorte. Alors il y a tout d'abord la première usine dans la ville de Saint-Rémy-sur-Arve, c'est en Eure-et-Loire, où là donc on va faire du remplissage de flacons, on va contrôler et conditionner et congeler toutes les doses.
Il va d'ailleurs falloir tester parce qu'on n'est pas encore complètement au point. Pour l'instant, on produit des lots tests avant éventuellement de basculer sur de la production de lots commerciaux. Ensuite, dans quelques jours, on va avoir un autre site en Indre-et-Loire. Là, il s'agira du conditionnement des vaccins Moderna, cette fois, parce que dans le premier cas, c'est Pfizer-BioNTech. Et ensuite, il va y avoir dans quelques jours encore aussi la production, cette fois-ci via Sanofi, alors non pas de vaccins ARN messagers 100% made in France, là aussi parce qu'on a pris l'eau, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'arrive pas à produire effectivement en France, en tout cas on ne l'a pas créé, on ne l'a pas mis au point, et là ce sera du Janssen, du groupe Johnson & Johnson, et puis il va y avoir d'autres sites qui progressivement vont être dédiés à la fabrication du vaccin, même s'ils ne vont assurer qu'une partie du fonctionnement, ce sera CureVac, du côté de Pau, ce sera Fareva. Enfin, vous voyez, on va aller progressivement vers une production en France via de la sous-traitance de production de vaccins français, enfin de vaccins internationaux, fabriqués sur le sol français et qui seront distribués dans toute l'Europe aussi. C'est ça. Ah voilà, j'allais vous poser la question parce que du coup, est-ce que ces doses nous seront réservées, entre guillemets, à nous Français ? Eh bien non, c'est ce que réclamaient certains, c'est-à-dire qu'on produit sur notre territoire, sur notre sol, et ensuite qu'on distribue un peu partout, évidemment dans les vaccinodromes, chez les médecins, chez les infirmières, dans les pharmacies. Là non, tout va être redistribué dans toute l'Europe et pas distribué en France. On peut espérer qu'il y aura un vaccin 100% français, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, donc il va falloir se contenter de cette sous-traitance pendant des mois et des mois. Cela dit, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir davantage de doses pour tout le continent européen et bien sûr pour tout le continent français, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un objectif de vaccination d'environ 30 à 40 millions de Français d'ici cet été. On en est encore loin puisqu'on est aux environs de 10 millions aujourd'hui et que ça presse, alors que quand on regarde dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, même si en Angleterre ils vont avoir quelques difficultés pour la seconde dose, Boris Johnson a demandé à l'Europe de venir l'aider pour la seconde dose, quand on regarde aux États-Unis, on vaccine à tout va. Et on n'a pas besoin d'aller chercher une production à l'étranger. Nous, en France, on va être dépendant de cette répartition sur tout le sol européen. Merci beaucoup Patrick Roger, demain matin donc sur les antennes, les ondes de Sud Radio, directeur de la rédaction, et à mercredi prochain dans ce grand direct. Une réaction peut-être, Sébastien Leroy, à ce que vient de dire Patrick. Bon, effectivement, on conditionne ces vaccins en France, mais s'ils ne nous sont pas réservés dans un premier temps, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, à part économique. Vous voyez, c'est là toute l'importance des stratégies de communication. Où c'est pas parce qu'on vous martèle une information qui souvent n'est que partielle que ça devient une vérité, et malheureusement c'est ce qui se fait beaucoup depuis de longs mois. Donc là on le voit, c'est très bien, mais ça ne va pas changer grand-chose concrètement dans l'efficacité vaccinale de nos terrains. Alors, pour terminer, avant de vous libérer, sur les objectifs, ces 30 à 40 millions de Français vaccinés à l'été, vous y croyez ? Même si la campagne s'accélère, même si on nous promet des doses, ça se rapproche quand même. Écoutez, que l'État nous livre des doses et nous libère sur tout le reste, y compris sur le formalisme administratif qui est totalement ubuesque, parce que ce que font nos équipes quand on fait un rendez-vous de vaccination, la quantité de documents à remplir et le suivi est totalement surréaliste. Donc l'État nous libère, nous laisse les mains libres, s'occupe de nous approvisionner en vaccins et on fera le reste, et peut-être que dans ces conditions on y arrivera. Merci beaucoup Sébastien Leroy, maire Les Républicains de Mandelieu, Lanapoule dans les Alpes-Maritimes. Je vous emmène dans le Var à présent parce qu'on poursuit les portraits de ces familles qui sont obligées de faire l'école à la maison, au moins jusqu'à vendredi. Cette fois-ci à Toulon, nous partons dans la famille de Cindy qui est policière, et c'est Marion Colangelo qui a rencontré toute la petite tribu. La journée vient de commencer. Et c'est déjà le branle-bas de combat pour cette famille toulonnaise. Alors, son. Bah oui, mais t'avais plus de place, je t'avais dit de sauter la ligne. Donc à partir de là, tu écris ici. Ici, on fait l'école à la maison pour les deux grands du foyer. 1, 2, 3. Et on occupe les deux petits derniers dans le même temps.
Cindy est policière et par chance ce matin elle ne travaille pas, ce qui lui permet de gérer ses 4 enfants. Et là tu as écrit MAIS. 8h on installe tout le monde au devoir. Moi, tant que je travaille pas le matin, je m'occupe des petits. Sinon les petits sont donc du coup à l'étage du bas seuls et ils s'occupent comme ils peuvent. Et voilà, après, moi je m'occupe des petits, je vais préparer le repas après vers 10h30 avec eux. Je les fais manger, je les couche pour que le mari puisse du coup continuer son télétravail un peu plus sereinement et donc à l'étage avec les 2 petites du haut. Et après moi je pars travailler. Nicolas, quant à lui, est en télétravail de 9h à 18h. Difficile d'être disponible pour les enfants. L'après-midi, quand Cindy travaille, il doit pourtant prendre le relais. C'est pareil que ça. L'après-midi, l'avantage, c'est qu'il y a une partie de sieste pendant au moins 2 heures. Ils font des bonnes siestes. Et moi, je peux prendre en plus ma pause derrière. Donc ça compense un peu. Mais le matin, généralement, en plus, par rapport à mon boulot, c'est le rush. C'est le moment où les gens nous sollicitent le plus. Donc forcément, c'est un peu délicat, quoi. Chloé est en 6e et Ambre en CP. Des années scolaires particulièrement importantes. Et la crise sanitaire a laissé des traces. Elles ont été très impactées par l'année dernière où elles ont loupé 6 mois d'école. Même si on leur a fait reprendre l'école au mois de mai, ça a été un énorme manque et qu'on essaye de récupérer, mais on voit que c'est compliqué, quoi. C'est pourquoi Cindy prend très au sérieux l'école à la maison, un moment parfois difficile pour parents et enfants. On allège un petit peu parce que hier par exemple on a reçu 6 feuilles à faire, mais bon elles n'ont pas forcément envie de faire les 6 feuilles d'un coup. Nous on n'a pas forcément la patience non plus, je pense, autant moi que les autres parents, je pense, de faire toute la journée du bourrage de crâne parce qu'on n'a pas la méthode que les enseignants peuvent nous faire faire. Donc on allège un petit peu et on étendra un peu plus sur les vacances pour qu'on puisse clôturer ce que les enseignants nous ont envoyé, quoi. Une expérience plutôt chaotique que Cindy et Nicolas espèrent ne pas avoir à vivre trop longtemps. Voilà pour l'école donc qui se poursuit à la maison. Nous allons nous intéresser maintenant à un autre sujet toujours en lien avec la Covid-19 parce qu'à partir de lundi, les autotests arrivent en pharmacie. Bonsoir Raphaël Gigliotti, merci d'être avec nous ce soir dans ce grand direct. Vous êtes représentant du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes. D'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'on aura dans les Alpes-Maritimes et peut-être à plus forte raison dans notre région des autotests disponibles dès ce lundi dans les officines ? On l'espère tous. L'ensemble de nos fournisseurs nous a déjà passé des précommandes. Donc, vu que la date et les autorisations des HAS viennent d'être rendues, on pense qu'on va les recevoir fin de semaine. Si ce n'est pas lundi, on va le recevoir courant de semaine qui arrive. Alors, avant de parler du prix, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher ? Alors, c'est assez simple. Peut-être que vous avez déjà fait un test antigénique dans une pharmacie avec un prélèvement nasal. Alors cette fois-ci, le prélèvement doit se faire uniquement sur l'entrée du nez. Il n'y a plus besoin d'enfoncer ce long coton tout au long du nez. Donc c'est beaucoup moins douloureux qu'un test antigénique ou un test PCR. Là, on fait juste un prélèvement au niveau nasal. Et après, il y a tout un petit procédé sous forme de gouttes qui va nous permettre de donner un résultat, comme peut l'être un test de grossesse. Alors, du point de vue sanitaire, c'est une avancée considérable parce que du coup, ça va éviter aux Français et aux habitants de notre région de prendre systématiquement des rendez-vous pour se faire tester. Ils sont fiables, ces tests ? À quel niveau de pourcentage ? Alors, ils sont un petit peu moins fiables que peut l'être un test antigénique, encore un petit peu moins fiables que peut l'être un test PCR, mais effectivement, à côté de ça, il apporte une réponse. Je pense particulièrement au week-end, où des fois, il est un peu plus difficile d'accéder à des réponses rapides, puisque les laboratoires de biologie sont moins ouverts ou les pharmacies. Donc, on est aux alentours de 80% de certitude. Ce qui va être intéressant surtout, c'est pour une personne qui a un petit peu le nez qui coule, etc., et qui ne veut surtout pas prendre de risque, de pouvoir se faire tester et d'avoir une réponse rapide. Alors, on ne va pas substituer au médecin, mais vous conseillez de faire ces autotests à quel moment ? Quand on présente des symptômes ? Oui, ça de toute façon,
même pour le test antigénique qui est présenté en pharmacie, l'autotest va être plus fiable s'il y a effectivement des symptômes. On ne va pas pouvoir retrouver le virus dès l'arrivée du virus à l'intérieur du corps. Il sera beaucoup moins faible dans ce cas-là, donc il faut le faire si on commence à présenter des symptômes. Est-ce que vous pensez que les stocks seront suffisants? Parce que là, on imagine qu'il va y avoir, pas une ruée forcément, mais beaucoup de monde dès lundi dans les officines. Vous avez pris vos dispositions? Alors, il faut savoir que les validations HS viennent tout juste de tomber là, il y a quelques heures, puisque je viens de vérifier, et ce n'est pas le cas encore pour tous les labos. Donc, effectivement, dès lundi, je ne vous promets pas que l'ensemble de la population va pouvoir se fournir en autotest, mais voilà, ça fait partie d'un arsenal complet qui est le test antigénique, les PCR. Il va falloir le faire rentrer à l'intérieur de tout cet arsenal. Et ça va nous permettre de pouvoir développer l'ensemble de la détection du virus. Alors, juste un mot sur le prix, peut-être. Est-ce que ce prix est fixé? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà le donner à nos téléspectateurs? Alors, le prix n'est pas fixe, c'est un prix libre pour l'ensemble des pharmacies. La grande question, c'est que la plupart des fabricants, pour l'instant, ont fait des boîtes de 5 tests. Donc forcément, vous payez, si vous avez besoin d'un seul test, vous payez cette boîte de 5 tests. Et on est aux alentours de 25 € cette boîte de 5 tests. On espère très vite avoir des boîtes de un seul et unique test. Et je pense qu'on sera un peu inférieur au prix de 5 €. Tout ça, dans le temps, va se diluer, le prix va diminuer, puisqu'il y aura plus de tests, plus de labos, plus de concurrence, et on arrivera à des choses très très abordables au fil du temps. On a entendu certaines voix s'élever contre le fait que ces autotests ne soient vendus qu'en pharmacie. Pour vous, c'est logique ? Mais c'est évident que ce test, il ne peut pas être vendu tel quel, avec juste un mode d'emploi, sans explication. Il doit être encadré par un professionnel de santé. Quand bien même votre test est négatif, vous savez qu'on doit vous donner des consignes sur comment vous protéger, etc. Ce test peut être négatif, mais vous êtes peut-être malgré tout positif, donc il faut prendre le temps de discuter avec vous. Et puis, si jamais ce test est positif, on doit vous encadrer, prendre des précautions avec vous pour votre entourage et utiliser toutes les précautions auprès de votre entourage et auprès de vous. Parce que le verdict est immédiat, enfin quelques minutes ? C'est ça, c'est 5 à 10 minutes selon les tests. Pour terminer, une question sur la vaccination. Ça y est, la France va fabriquer des vaccins. Alors, les vaccins des grandes compagnies, pas de vaccins 100% français. Est-ce que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pharmaciens ? Ça veut dire que, a priori, vous devriez pouvoir recevoir rapidement suffisamment de doses. Alors attention tout d'abord sur un élément de langage, c'est pas de la fabrication, c'est du reconditionnement, c'est-à-dire que la France va recevoir le vaccin déjà préparé dans des grandes poches et il va être reconditionné en France parce qu'on a ce savoir-faire en France. Donc ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement on va pouvoir démultiplier le nombre de doses et effectivement l'ensemble de la profession de pharmaciens, mais aussi les médecins, les infirmiers demandent à ce qu'on puisse utiliser très rapidement les vaccins ARN qui sont le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna pour qu'on puisse vacciner un maximum de personnes. Merci beaucoup Raphaël Gigliotti du syndicat des pharmaciens dans les Alpes-Maritimes. Très bonne soirée. Merci donc d'avoir accepté cette invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On va sortir un petit peu du Covid, mais on va rester dans le secteur de la santé avec les études de médecine. Vous le savez depuis plusieurs mois et on en avait parlé sur ce plateau. La réforme de ces formations fait grincer des dents. Il y aurait moins de places disponibles en deuxième année. Le recteur délégué à l'enseignement supérieur en région Provence-Alpes-Côte d'Azur a apporté un certain nombre de précisions cet après-midi, notamment concernant la faculté de médecine de Nice. Reportage et explication d'Alexis Ricard. La réforme des études de santé soulève toujours de nombreuses interrogations de la part des étudiants. Le recteur délégué à l'enseignement supérieur a souhaité clarifier la situation ce mercredi après-midi. En tout, 359 places seront disponibles à l'issue de cette année, dont 177 seront attribuées aux primants et 182 places seront réservées aux doublants. Et au total, quand on met donc les passes LAS, 177, et quand on met les redoublants PACES, les doublants PACES, 182, on a un nombre de places disponibles de 359
ce qui est 20% de plus que le numerus clausus de l'année dernière. 20% de plus à comparer à la moyenne nationale qui est 14% de plus. Mais un primant qui rentre dans le système en 2021 a plus de capacité d'accueil et de possibilités offertes qu'un primant qui était entré au cours des 3 années précédentes. Le collectif PASSLAS 06 demande davantage de places afin de garantir l'égalité des chances entre les étudiants des années antérieures mais aussi futures. Selon l'association, il faudrait 210 places pour les primants cette année. Les étudiants l'année prochaine auront 300 places ouvertes. Il s'avère que 30% seront réservés au LAS 2, donc les primants auront 70% de ces 300 places. Il s'avère que ça leur donnera 17% de taux de réussite. Et cela correspond également à notre demande de 30%. Il s'avère que si on augmente de 30% les capacités d'accueil pour cette année, nous atteignons également ces 17% de taux de réussite, ce qui permet l'équité par rapport aux années futures. Concernant les moyens financiers débloqués par l'État, chaque place supplémentaire est associée à une dotation de 2 000 €. Quant à la poursuite des études de santé, le recteur se veut rassurant. Tous les étudiants souhaitant continuer leur cursus en 2e année de LAS le pourront. Voilà pour le point fait donc autour de ce dossier brûlant et il y aura encore beaucoup à dire. Nous revenons à la Covid et à ses conséquences économiques, notamment dans les Bouches-du-Rhône, puisque Corinne Inesti, présidente de la CPME, la Fédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation en direct. D'abord, une question toute simple, avant de parler de ce 3e confinement qui a démarré. On vient de célébrer les 1 an de cette triste pandémie. Quel constat vous faites auprès des petites et moyennes entreprises? Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de casses? Alors effectivement, c'est un triste anniversaire, je vais dire. Alors, au niveau de la crise qui à la fois était économique et surtout avec des conséquences sans précédent, la casse, heureusement, ne figure pas trop dans les données majeures que nous avons constatées à ce jour. Mais ce n'est que parce qu'elles vivent sous perfusion, ces entreprises, depuis 1 an. Mais moi, je pense surtout à toutes ces entreprises qui sont fermées depuis presque 1 année. Je pense au secteur de la culture, du sport, de l'événementiel, à tous ceux qui sont fermés aussi depuis de nombreux mois, et vous montrez des images à l'instant sur les restaurants. Et effectivement, c'est un triste anniversaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout un prémisse, on appréhende la reprise. C'est là que la casse va être la plus importante, à mon avis. Il y a la question du PGE, Corinne Inesti. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'inquiètent. Je crois que dans les Alpes-Maritimes, on est à plus de la moitié des entreprises qui ont bénéficié de ce PGE, qui vont avoir du mal à le rembourser. Est-ce que vous pensez, d'une part, qu'il faut l'adapter, c'est-à-dire soit annuler la dette, ou en tout cas l'étaler dans le temps, et pourquoi pas ne pas créer un autre outil? Alors effectivement, ce PGE, d'abord, ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier, c'était un outil très important. Les entreprises ont besoin de trésorerie. Le trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Sans ça, on ne pouvait pas passer le cap. Et sans cette perfusion, aujourd'hui, on aurait beaucoup de faillites. Par contre, il va falloir le rembourser. Nous, on avait milité à la CPME pour dire que à la fois la durée d'amortissement qui était d'1 année devait être supérieure, et on a réussi à faire mettre en place cette mesure de la possibilité de le prolonger d'1 année de plus, mais la durée de 4 ans maintenant, du coup, est impensable. C'est impossible de prévoir un remboursement. Donc effectivement, il faut prévoir une durée plus longue. C'est pour ça que nous pensons que les entreprises auront aussi d'autres dettes, parce qu'en dehors du PGE, il y a le report des charges. Ce n'est pas une exonération totale des charges. Pour la majorité des entreprises, c'est juste un report et il faudra rembourser. Donc, toutes ces charges, toutes ces dettes devraient être mises en place, et nous, à la CPME, nous le préconisons, avec un autre dispositif. On appelle ça un prêt de consolidation. C'est un prêt qui, lui, serait sur une durée d'au moins 10 ans, pour permettre à l'entreprise de redémarrer lorsque la reprise serait réamorcée, mais avec des perspectives de remboursement pour lesquelles elle pourra faire face.
Alors vous l'avez dit, hein, les aides arrivent, elles permettent aux entreprises de survivre. Mais la question qui se pose, ce troisième confinement qui vient de démarrer dans les Bouches-du-Rhône, auprès de vos adhérents, quelle est l'ambiance à la fois, j'allais dire, sur le plan financier, c'est-à-dire est-ce que les entreprises s'inquiètent, pensent que c'est peut-être le confinement de trop, et puis psychologiquement aussi, dans quel état sont-ils ? Alors, le confinement de trop, oui, on est bien d'accord, surtout pour les commerces dits non essentiels. Il y a une incompréhension, encore une fois, sur le choix de ceux qui sont obligés de fermer. On n'arrive pas à comprendre pourquoi un barbier est ouvert alors qu'un coiffeur est ouvert. Barbier est fermé alors que le coiffeur est ouvert. Enfin, les magasins d'habillement, les magasins de chaussures ne comprennent pas non plus comment on les ferme en plein mois d'avril. Le mois d'avril est pour eux un mois très important. Donc il y a une problématique de stock qui va se présenter. Déjà, ils avaient malheureusement souffert de fermeture en novembre. Et une nouvelle fois, on a l'impression que c'est une génération de sacrifiés, que les commerces ne sont pas écoutés. Eux qui ont mis en place toute une série de dispositifs, de protocoles sanitaires qui permettaient d'avoir des jauges qui devaient permettre justement aux consommateurs de pouvoir aller sereinement dans ces boutiques et aux commerçants de pouvoir justement travailler dans des conditions normales. Est-ce que ce n'était pas le sacrifice néanmoins nécessaire pour sauver l'été ? Il vaut mieux peut-être prendre ce confinement maintenant qu'au mois de juin. Alors, je peux l'entendre et nous entendons que des règles sanitaires nous imposent ces fermetures. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut que les dispositifs d'aide soient adaptés, encore une fois, à ces fermetures qui ont été imposées aux commerçants. Et vous parliez d'aide tout à l'heure qui arrivent. Est-ce qu'elles arrivent toujours dans les bons délais ? Aujourd'hui, pas toujours. Malheureusement, si l'entreprise n'a pas la trésorerie d'avance, elle doit toujours attendre parce que le chômage partiel, elle fait l'avance. Donc, il y a un délai entre le moment où elle va payer les salariés et le moment où elle est remboursée. Les aides pour les apprentis, ces aides justement qui ont été mises en place pour favoriser l'embauche de jeunes qui avaient du mal à trouver un emploi ou qui continuaient à être scolarisés, enfin à faire des études. Il fallait justement, et le gouvernement avait permis en mettant des dispositifs d'aide très attractifs, mais ça fait des personnes qui attendent depuis le mois d'août d'être indemnisées, c'est-à-dire qu'eux ont fait l'avance. Donc je pense qu'au niveau de la trésorerie, il faut absolument, même si beaucoup de choses ont été mises en place, que ce soit un effort qui soit continu et surtout que les entreprises n'aient plus à attendre. L'effort, les entreprises l'ont toujours fait. Je vous entends quand vous dites effectivement, et j'entends le gouvernement qui dit il y a des obligations sanitaires. Il faut peut-être mieux faire encore un effort maintenant pour qu'on ait justement une saison d'été qui soit économiquement et qui permette à tout le monde de retrouver une activité normale. Mais alors, accompagnons du mieux possible et encore mieux que ce qui est fait les entreprises. Du coup, et ce sera ma dernière question, vous venez d'être réélu à la tête de la CPME dans les Bouches-du-Rhône pour un mandat de 3 ans. Vous vous attendez à gérer la crise et ses conséquences durant toute la durée de ce nouveau mandat ? Bien, malheureusement, oui, nous pensons que cette crise aura des effets durables. Elle aura des conséquences à la fois sociales et économiques. Il va falloir accompagner les entreprises, mais les entreprises aussi, peut-être celles qui auront malheureusement pas réussi à rester en vie, celles qui seront défaillantes, puisque tout à l'heure on parlait de dépôts de bilan et d'entreprises qui n'arriveront pas à continuer leur activité, eh bien nous avons décidé d'accompagner les chefs d'entreprise pour justement leur trouver des solutions. Mais les autres en amont, nous allons essayer aussi de les accompagner, de penser à tous ces jeunes aussi, à ces salariés, à ces seniors, enfin tout le monde, tous ceux qui vont être touchés par ces fractures sociales. Je crois en la solidarité, je crois vraiment en ce travail collectif et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une société inclusive. Et sur ces 3 années qui arrivent, ce sera des efforts que nous, CPME, nous allons faire dans ce sens. Merci beaucoup, Corinne Inesti. C'est le minimum de personnes pour la route, voilà. Merci beaucoup, Corinne Inesti, donc présidente de la CPME dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. On reste dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, très exactement. Le métro de la cité phocéenne va se moderniser à l'horizon 2023. Plus de conducteurs, des rames automatiques et surtout un axe fort, l'accessibilité. Vous l'aurez compris, pour les personnes à mobilité réduite. Valentin Rodriguez. Améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite, ce sera l'une des caractéristiques du futur métro de Marseille.
Un test d'accessibilité sur une maquette simulant la zone d'accès des futures rames du métro de la cité phocéenne a été mise en place. Vincent, futur utilisateur, est déjà conquis. L'amélioration, c'est pouvoir arriver sur le wagon sans difficulté technique et mécanique. La margelle qu'il y a de 2,5 cm, je crois, qui est au maximum là, parce qu'elle pourrait être plus courte, permet aux fauteuils manuels comme le mien de pouvoir faire une entrée-sortie dans la rame assez facilement. C'est plus facile pour les fauteuils mécaniques, mais la difficulté était surtout pour les fauteuils manuels. Et donc, bon, on a pris en compte la difficulté qu'il y avait sur des essais précédents. Et là, bon, c'est vraiment une belle avancée, alors que on pensait que ce n'était pas possible. Une zone d'accès qui sera disponible dans le futur métro de Marseille à partir de 2023. 36 rames actuelles seront remplacées par 38 nouvelles rames. Les rames actuelles de métro sont obsolètes. Quand nous sommes face à des travaux à faire, il nous faut faire preuve d'ingéniosité pour trouver les pièces dans différents pays du monde, puisque les rames datent de 1977. Donc ça, c'est une réalité, elles sont vétustes. Et on voulait profiter vraiment de ce changement de rame pour mettre les choses non seulement aux normes, mais vraiment qu'elles soient le plus confortables possible pour tout le monde. Et ça, j'insiste sur ce côté-là, confort pour le voyageur. Depuis près d'un an, les équipes d'Alstom et de la métropole peaufinent les différentes solutions permettant une meilleure accessibilité pour répondre aux attentes des personnes à mobilité réduite dans une démarche inclusive et participative. En plus d'être conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite, nous avons engagé un dialogue avec les associations qui les représentent depuis le début du projet. Sous l'impulsion de la métropole, en parfait accord avec la maîtrise d'œuvre, nous avons présenté le projet, nous avons fait des visites immersives de réalité virtuelle, nous avons utilisé des maquettes d'accessibilité depuis le quai et nous avons pris en compte ces retours pour modifier la conception de notre train. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une séance de test avec les modifications prises en compte et pour que les PMR puissent valider les modifications que nous avons faites sur le métro. Coût total des travaux pour le futur métro marseillais, 492 millions d'euros. Il sera totalement rénové en 2026. À Nice, on célébrait encore Pâques en ce mercredi. Les joueurs de l'OGC Nice sont rendus visite aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Ça leur a fait du bien, évidemment, avec les colis qu'ils ont pu emporter et un peu de bien au moral également. Reportage de Marie Justo. Les aiglons Stanley Nsoki et William Saliba ont eu droit à un petit bain de foule ce mercredi. Mais surtout, les deux joueurs de l'OGC Nice sont venus rendre visite aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Au programme, séance de dédicaces et distribution de chocolat pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des plus grands. C'est super sympa, surtout pour les enfants qui vont être émerveillés. Voilà. Et nous aussi, voilà, tant qu'à faire. Ça met un peu de gaieté, un peu de baume au cœur pour les personnes qui viennent au Restos du Cœur. Donc c'est sympathique. C'est super gentil en tout cas. C'est bien, comme ça nous rapproche un peu en ces moments un peu comme ça tristes. Et voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux et ça nous fait plaisir. Issa Nissa, vive l'OGC Nice. En cette période de crise, le gym souhaite mettre l'accent sur la solidarité. L'OGC Nice qui est engagé depuis quelques années dans une démarche de rapprochement avec les supporters et d'implication dans la vie niçoise. C'est important, voilà, on aide ceux qui sont un peu moins aisés, on va dire. Et voilà, c'est un acte de solidarité dans le cadre du gym solidaire. Et voilà, ça nous fait plaisir de partager ces moments avec eux. On voit des personnes qui ont peu de moyens, ça fait plaisir de leur donner un peu des choses parce qu'on aurait pu être à leur place. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ce côté, ce petit échange avec eux. Et voilà. Pour les bénéficiaires, cette petite attention en période de Pâques fait chaud au cœur. C'est surtout important pour leurs enfants. Distribuer des chocolats aux enfants par des joueurs de foot de l'OGC Nice, c'est quand même très important. Ça leur sort un peu de leur quotidien. Ils peuvent discuter avec des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et pour eux, ça leur fait vraiment chaud au cœur. Opération réussie. En plus de leur panier repas, les familles sont reparties avec le sourire aux lèvres.
Voilà pour cette opération solidaire donc menée par l'OGC Nice et les Restos du Cœur. Petite parenthèse d'ailleurs que je fais d'ailleurs sur l'OGC Nice, le programme Gym Solidaire, hein, qui est un programme initié donc par le club azuréen qui va à la rencontre des populations précaires, mais pas seulement, des enfants malades. Et les joueurs jouent à tour de rôle le jeu donc de cette belle initiative portée par l'OGC Nice, et on est toujours content de relayer ces initiatives. Alors, on était censé évoquer les serpents à présent, et Olivia Delorme est avec nous. Donc c'est magnifique. Bonsoir Olivia, merci d'être avec nous en direct sur les antennes d'Azur TV. C'est du direct, c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitant. Vous êtes membre de l'association SOS Serpent 83 et avec deux autres associations, vous menez une opération, j'allais dire de salut public, j'exagère peut-être un peu, mais autour de ces reptiles qui parfois sont effrayants et qui méritent peut-être juste qu'on apprenne à les connaître. Il y en a dans notre région, avec les températures qui remontent un peu. Alors c'est pas trop le cas de la Côte d'Azur pour le moment parce qu'il fait bien froid, mais via les réseaux sociaux, vous proposez aux habitants du Var, mais donc ça peut s'élargir à tous les habitants de notre région, de poster des photos de serpents croisés sur le terrain pour apprendre à réagir, notamment si on croise des vipères, des couleuvres. C'est bien ça le but de l'opération ? Tout à fait. Alors il faut savoir que ce dispositif s'appelle donc le dispositif donc SOS Serpent 83. Il a été créé donc en collaboration avec 3 associations, donc l'association Espèces, donc une association naturaliste, Jurassic Var, donc qui est plus pour les terrariophiles, et nous-mêmes donc la SOMTOM qui sommes basés donc à Carnoul, la station d'observation de protection des tortues et de leur milieu. Et donc l'idée de ce dispositif est toute simple, c'est de sensibiliser en fait le public, jeunes, plus grands, aux serpents qui sont présents dans notre région, donc PACA et notamment dans le Var. Il faut savoir que seules des couleuvres sont présentes ici en région PACA, donc les couleuvres sont totalement inoffensives. Concernant les vipères, il y a bien sûr quelques vipères, mais que l'on retrouve dans les hauts plateaux varois et dans le bas Verdon, donc c'est de très faibles observations. Et concernant donc du coup les couleuvres que l'on peut rencontrer, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas agir face aux serpents et notamment avaient une appréhension et une phobie due à la culture et aux mœurs qu'on a depuis des années, à se dire que les serpents sont venimeux, qui nous attaquent. Alors en fait, il faut savoir qu'au final, les serpents, leur premier moyen de défense, c'est de fuir, c'est pas du tout de nous attaquer ou de vouloir nous mordre. Donc on veut vraiment sensibiliser sur ça parce que les populations sont malheureusement en déclin en France et notamment en région PACA. C'est quand même dramatique, tout en sachant que ce sont normalement des individus qui s'adaptent très bien à leur environnement, que ce soit aux fortes chaleurs ou au froid. Donc c'est un indicateur alarmant, encore une fois, du déclin de la biodiversité du fait de l'anthropisation et de nos actes. Donc du coup, voilà, on veut vraiment montrer aux personnes qu'il ne faut pas en fait attaquer ces serpents quand ils les trouvent chez eux dans leur Surtout jardin. pas les tuer, hein, parce que c'est des comportements qui existent et on précise que les serpents sont protégés et que c'est pas tout à fait légal hein, de les tuer. Tout à fait. En effet, il y a une loi qui est sortie en 2007 qui protège tous les reptiles, serpents, tortues, lézards ou autres. Donc c'est interdit, il y a une amende de 150 000 €, d'emprisonnement, etc. Donc c'est quand même une grosse sanction. Donc nous, ce qu'on veut montrer avec ce dispositif SOS Serpent 83, je le répète, c'est qu'en fait, pour nous contacter, donc on a une page Facebook qui existe, donc SOS Serpent 83. La première démarche, donc, c'est de rester calme, tout simplement, de prendre une photo de l'individu si possible et de nous l'envoyer soit par mail, soit par les réseaux sociaux, Facebook, si se fait de plus en plus. Nous, notre première démarche, c'est d'identifier l'espèce. Donc en général, dans le Var, on aura des couleuvres de Montpellier, des couleuvres à échelon, des couleuvres d'Esculape, plein d'espèces aux mœurs, qu'elles soient aquatiques, plus arboricoles ou fouisseuses. Il y a une grande diversité dans le Var, plus d'une dizaine d'espèces. Une fois cette espèce identifiée, on intervient ou non. La plupart du temps, l'intervention n'est pas du tout nécessaire car le serpent va juste continuer à vaquer à ses occupations, soit aller se réchauffer sous une pierre pour thermoréguler, soit chercher un partenaire pour sa reproduction au printemps. Donc on insiste beaucoup à sensibiliser les gens justement
dès maintenant à l'arrivée des beaux jours car ils sortent d'hibernation et les observations vont être de plus en plus récurrentes. C'est là on voit, je me permets juste de vous interrompre parce qu'on voit les images. C'est ça aussi parfois qui est effrayant quand on se balade en canoë ou quand on va se baigner dans un étang ou dans une rivière, de croiser un serpent aquatique. Ça peut parfois provoquer des réactions de peur. Or, vous dites, dans le Var en tout cas, et on voit, hein, c'est quand même assez impressionnant, ça fait quoi une couleuvre? Ça peut aller jusqu'à 1 mètre, 1,50 m? Alors là justement sur la petite vidéo que vous voyez, c'est donc l'association Espèces qui nous a fourni cette vidéo lors d'une sortie naturaliste. C'est une couleuvre à collier qu'on rencontre régulièrement donc en milieu aquatique et les couleuvres ça peut faire minimum 1 mètre et dépasser les 1 mètre facilement et ça c'est d'ailleurs un critère qui discrimine les vipères des couleuvres car les vipères en fait sont contrairement aux couleuvres très courtes, trapues et elles font moins d'1 mètre alors que les vipères peuvent être parfois très longues et il y a d'autres critères qui les distinguent, c'est la pupille donc ronde chez les couleuvres et plutôt verticale chez les vipères. En effet, les couleuvres peuvent atteindre de bonnes tailles, de 1 mètre voire plus, ça peut être impressionnant mais vous voyez celle-ci elle était juste en train de passer pour atteindre une autre rive, elle a rencontré des canoës, les personnes sont restées totalement calmes, il s'est rien passé, elle était juste curieuse et tout s'est bien terminé et il y a eu aucun souci. Donc c'est vraiment ça qu'on veut montrer, que c'est finalement que ces animaux-là sont plutôt sympathiques et il faut juste les laisser évoluer comme tous les autres animaux sauvages et qu'il n'y a surtout aucun danger, quoi. Vraiment, on insiste sur ça. On va remontrer avant ma dernière question, on va remontrer donc les adresses mail, les contacts, etc. nécessaires. SOS Serpent, le plus simple c'est d'aller sur le réseau social Facebook où évidemment on relaie, vous relayez toutes les informations. Une petite question quand même au passage, parce que parfois il arrive qu'un serpent venimeux s'échappe d'un terrarium chez des collectionneurs. Alors c'est vrai que c'est pas le plus récurrent, mais des cobras, des serpents à sonnette. Si on se retrouve confronté à ce genre de reptiles, que faut-il faire? Fuir? Alors, c'est une très bonne question. En effet, on ne l'a pas abordé parce que là, on parlait des espèces autochtones, du coup, en France. Ça arrive en effet que des espèces dites exotiques s'échappent de terrarium. Donc, à ce moment-là, il faut garder bien sûr une distance de sécurité car on ne connaît pas l'espèce, on n'est pas tous connaisseurs. Il faut en effet pas paniquer, éventuellement s'éloigner des lieux et toujours soit téléphoner aux pompiers, soit au 112 des appels d'urgence qui eux de toute façon relayent en général les appels aux plateformes un peu spécialisées car ces plateformes de SOS il y en existe un peu partout dans le territoire national, ça a germé un petit peu partout et après nous on envoie soit des bénévoles, soit des personnes qui sont habilitées à manipuler ces serpents. Une fois les serpents ôtés de la pièce ou de l'endroit où elles étaient recluses, elles sont souvent emmenées à des organismes qui s'occupent de la protection de la faune sauvage ou bien des vétérinaires, etc. pour s'en occuper. Voilà. Merci beaucoup Olivia Delorme, membre donc de ce dispositif SOS Serpent 83. La page Facebook est à votre disposition pour vous informer dans un premier temps et puis n'hésitez pas donc à envoyer vos clichés si vous croisez des serpents dans le Var, mais du coup on élargit un peu parce que dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône ça nous concerne aussi, puis c'est vrai qu'on peut quand on monte un petit peu en altitude dans les stations, pas forcément dans les Alpes-Maritimes mais je pense en Savoie ou autre, croiser des vipères, donc là aussi faire attention, mais vous l'avez dit, en général, ces serpents ont plus peur de nous que nous avons peur d'eux. Merci beaucoup et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Merci. On va terminer ce grand direct du côté du Cap d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, sur la côte d'Azur, à la découverte d'un jardin botanique assez exceptionnel. 1000 espèces de fleurs, de plantes et d'arbres sont conservées donc dans les jardins de la Villa Turé. Et c'est un reportage de Stéphanie Mossman. Dans les champs, les friches, les chemins, la végétation a gagné en hauteur et en couleur. Les herbes ont grandi. Les arbres à baies et à fruits commencent à se charger de fruits. Et les insectes à butiner. Nul doute, le printemps est bel et bien là. On a des plantes qui sont pollinisées par le vent, comme les conifères et les chênes par exemple. On a des plantes qui sont pollinisées par les insectes. Et c'est pour ça qu'on ne va pas tondre au printemps aussi. Très important ça. Parce qu'on veut laisser les fleurs s'épanouir un maximum et faire des graines. Ouais. Donc comme ça, les insectes en profitent du pollen. Les fleurs sont pollinisées, elles font des graines. Quand on tond, ça disperse les graines. Et ensuite, elles refleurissent, les graines se dispersent et il y a des fleurs un peu partout après. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des anémones plein de jardins. Et pas n'importe lequel. Ici, niché en plein cœur du Cap d'Antibes, se cache le jardin botanique de la Villa Turé. Un jardin centenaire
où se côtoient des espèces végétales exotiques du monde entier. Alors en face de nous, on a des yuccas qui sont des plantes originaires du continent américain, du sud de la Californie au sud du Mexique, voire jusqu'au Guatemala. Et en dessous, au premier plan, on a en face de nous une des premières collections qui ont été mises en place au jardin, c'est la collection des cicadales. En fait. Alors, cicadales, c'est un groupe de plantes qu'on dit archaïques, qu'on peut retrouver des fossiles de ces plantes-là, qui n'ont pas du tout changé en fait. Une saison foisonnante pour le jardin botanique, aujourd'hui géré par l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Un véritable laboratoire à ciel ouvert. Créé en 1857 par le botaniste Gustave Thuré, le jardin botanique du Cap est un site de recherche dédié à l'acclimatation de plantes exotiques. Et si les objectifs scientifiques ont varié suivant les époques, aujourd'hui, il s'agit toujours de constituer des collections de végétaux tolérant les conditions environnementales locales, en particulier le climat méditerranéen. Où sont menés des programmes d'expérimentation, comme la détection et la lutte de ravageurs exotiques envahissants, et des observations sur le développement des arbres par rapport au changement climatique. Donc plus en détail, c'est la pose de capteurs dendrologiques sur les espèces étudiées pour étudier leur cycle de croissance et de développement, et la pose de pièges qui attirent les ravageurs envahissants, comme par exemple le charançon du palmier. Dès le 19e siècle, les espèces introduites au jardin botanique ont enrichi le patrimoine des ressources biologiques locales et ont profondément marqué le paysage. Ces espèces sont aujourd'hui devenues emblématiques de la Côte d'Azur. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet, bien sûr Stéphanie Mossman. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV. Passez une excellente soirée.